Salut à tous, c'est Omen. Bienvenue sur la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on va se faire un petit numéro de connaissances interdites et on va continuer la série des connaissances interdites commencée par Black Ink et Luke, consacrée aux permanents des confins de la Terre avec Dans le terrier du lapin. Alors, dans cette vidéo, on va très classiquement présenter la carte, ses forces et ses limites. On va la comparer avec d'autres cartes présentes dans la collection. On va examiner son utilisation. Et puis, il y aura une petite conclusion à cette vidéo, comme d'habitude. On commence donc avec la présentation de la carte. Donc, dans le terrier du lapin, c'est un permanent qui coûte 0 XP, qui a été fourni avec le cycle Les Confins de la Terre, et qui, comme tout bon permanent confin, doit s'acheter à la création du deck. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans le terrier du lapin? Il permet de réduire entre deux scénarios, de 1, le coût des deux premières cartes qu'on améliore. En contrepartie, on augmente de 1 le coût de toutes les nouvelles cartes qu'on achète. Voilà. Donc c'est un permanent qui, soutien de la pègre, ne va pas avoir un impact sur la partie, mais va plutôt avoir un impact sur l'entrepartie, sur le deck building. Alors son avantage, c'est qu'il booste la courbe en XP. C'est-à-dire que si on a besoin d'améliorer des soutiens chers en XP en début de partie parce que les versions 0 XP sont pas très optimales, grâce à Dans le terrier du lapin, on va pouvoir avoir accès aux versions PXC beaucoup plus facilement. Son avantage également, c'est que peut qualifier entre guillemets le contrat de Dans le terrier du lapin de contrat loyal. Pourquoi? Parce que dans la collection, il y a d'autres cartes qui permettent de booster la courbe en XP, mais dont la contrepartie va potentiellement avoir un impact sur le déroulé du jeu. Par exemple, si lors d'une partie, je suis vaincu à cause de dégâts et que j'ai subi des traumatismes physiques en contrepartie d'un permanent qui me fournissait des points d'expérience, on peut dire que la contrepartie à payer a été très chère pour les points d'expérience obtenus. Là, dans le cadre du terrier du lapin, on n'a pas d'impact sur le déroulé du jeu euh, par rapport à la réduction, il n'y a pas de contrepartie sur le déroulé du jeu, c'est uniquement sur la courbe en XP que va se payer la contrepartie. Et donc au final, dans le terrier du lapin, n'a pas de réel impact sur le jeu, c'est juste sur la progression en XP qu'on peut se retrouver coincé avec ce permanent. Alors voilà pour les avantages, on va passer aux limites. La première limite du terrier du lapin, c'est que le terrier du lapin, donc ce permanent, il norme de manière assez importante le deck building. Euh, Parce que en fait, on va avoir à l'échelle d'une campagne, quand on fait les calculs, 6 entre-scénarios, 6 moments où on pourra bénéficier de la réduction du terrain et du lapin, à considérer que la campagne est bien 8 scénarios, et que dans ce cadre, on va devoir avoir 12 cartes à améliorer, et donc on a près de la moitié du deck qui devra concerner des cartes qui ont des versions XP. Alors évidemment, ce raisonnement, il ne s'applique pas si les cartes ont plusieurs niveaux d'amélioration, mais dans l'absolu, on va devoir consacrer une partie importante de son deck à des cartes qui ont des versions 0 XP et qui pourront par la suite trouver des améliorations dans la collection. Le deuxième gros désavantage de Dans le terrier du lapin, et moi c'est un peu la critique que j'ai pu porter à cette carte quand elle est sortie, c'est que elle renforce considérablement la monotonie de la classe mystique. Alors ce que je vais dire s'applique absolument pas aux nouveaux joueurs qui viennent d'acheter leur boîte, parce que la classe mystique c'est une classe avec laquelle on prend beaucoup de plaisir à jouer dès qu'on l'aborde, de par la puissance des effets, de par le fait que on puisse se consacrer à une statistique qui est d'ailleurs une des statistiques défensives principales du jeu, et donc les decks mystiques sont en règle générale très efficaces. Simplement, au bout d'un moment, quand la collection s'est étoffée, on a vu apparaître des effets qui se ressemblaient énormément. Des sorts qui fonctionnaient toujours un peu sur le même mode, c'est-à-dire on dépense une charge,
on fait ce que le sort nous permet de faire à la volonté, à la place de la compétence choisie. Et puis si un pion X est révélé, il y a un effet Y qui se déclenche. Et donc, passé un moment, en fait, à force de jouer Mystique, on a l'impression que les decks se ressemblent tous. Et personnellement, moi j'ai été complètement lassé par la classe Mystique et par ces sorts que j'ai joués, rejoués et dont j'ai abusé. D'autant que beaucoup de Mystiques ont des capacités signatures qui sont, on va dire, plutôt légères en termes d'effets. Et donc on va avoir vraiment des gameplays qui vont se ressembler d'un Mystique à l'autre. Alors le terrier du lapin, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous pousser à aller dans ce gameplay très monotone, c'est-à-dire il va nous inciter à prendre ces sorts mystiques qu'on a vus, qu'on a usés, qu'on a abusés et qu'on aimerait un peu moins jouer au profit d'autres choses au sein de la classe mystique. Voilà pour la présentation de la carte. On va maintenant passer à sa comparaison. Alors, dans le terrier du lapin, a des cartes qui produisent un peu les mêmes effets, qui influent également sur la courbe en XP. Et la première, c'est son jumeau. C'est aussi une des raisons, une des critiques qui a été portée à la carte lors de sa sortie, c'est qu'il y avait déjà une carte qui produisait cet effet en mystique, c'est Recherche ésotérique. Recherche ésotérique permettait d'améliorer entre deux scénarios un sort en réduisant son coût de 1 en contrepartie d'un traumatisme mental. En règle générale, on prenait 2 recherches ésotériques parce que les mystiques peuvent se permettre de prendre 2 traumatismes mentaux, a fortiori quand ils ont une paire de Saint-Rosaire pour tanker dans leur deck, et au regard de leur santé mentale, au regard de leurs statistiques de santé mentale. Et donc en fait, Recherche ésotérique ressemble énormément à dans le terrier du lapin, si ce n'est qu'il se limite aux cartes sorts, et donc le terrier du lapin a l'avantage d'avoir une utilisation beaucoup plus large, et en fait, au final, potentiellement, suivant comment où la collection va aller, de permettre aux mystiques de continuer à casser leur courbe en expérience tout en sortant d'un gameplay centré uniquement autour des sorts. Alors on peut noter que dans le terrier du lapin et recherche ésotérique peuvent s'utiliser en association, et là on aura un deck vraiment ultra linéaire, exclusivement composé de sorts, mais un deck qui pourra monter très haut en points d'expérience. Alors on a bien sûr le vol pour Caron, qui est apparu avec le cycle de Carcosa, qui lui fonctionne un peu différemment, puisque lui fournit des XP en brut, donc le bol pour Caron c'est aussi un permanent, qui est exceptionnel, donc qui coûte 2 XP, qui est aussi unique, donc on peut en avoir qu'un seul autour de la table, et le bol pour Caron, donc il fournit 2 points d'expérience entre 2 scénarios. Par contre, si on est vaincu, on est tué. Donc c'est une contrepartie qui est assez marrante, puisqu'elle apporte, on va dire, du piment à la partie. D'autant qu'au moment de sa sortie, la classe truand avait très peu de solutions de tank, de solutions de cancel, et donc ça augmentait d'autant plus le challenge de low ball pour Caron. À ce jour, il y a quand même dans la classe truand quelques solutions qui sont sorties, Précieuse Relique, Lonnie Ritter, et donc du coup, on va dire la contrepartie de low ball pour Caron est beaucoup plus facile à, comment dire, à manager. Malgré tout, on peut aussi être vaincu en faisant avancer l'intrigue d'un scénario, donc voilà. Alors on est dans le vif du sujet, qui est sorti avec Dans le terrier du lapin, en même temps, donc c'est la version neutre de Dans le terrier du lapin, qui va fonctionner un petit peu comme Recherche ésotérique, sauf que la différence, c'est que dans le vif du sujet, va fournir 3 points d'expérience à la construction du deck, en contrepartie de 2 traumatismes qu'on va choisir. Alors, dans le vif du sujet, va s'utiliser souvent en complément de Dans le terrier du lapin. C'est-à-dire que si on a des cartes qui ont une version 1 XP et qui ont des versions améliorées, on va prendre ces traumatismes pour avoir ces XP, et puis du coup acheter ces cartes à XP qui n'ont pas de version 0 XP en construction de deck pour ne pas avoir à payer la surtaxe du terrier du lapin. Alors, on a également en chercheur analyse subtile. Analyse subtile qui ne fonctionne qu'avec les cartes étudiées,
Donc c'est un permanent qui coûte 0 XP, qui s'achète pas à la création du deck, mais on a plutôt intérêt à l'acheter à la création du deck. Et en fait, il se limite aux cartes étudiées. Quand on améliore donc une carte étudiée, les cartes étudiées, c'est les cartes qu'on interprète, qu'on traduit, qu'on transfère, enfin voilà. Enfin, c'est toutes les cartes qui à 0 XP font pas grand chose, si ce n'est qu'elles nous demandent de faire, elles donnent une petite mission qui n'a pas vraiment de rapport avec le déroulé du scénario, mais qui, si elle est réalisée, nous permettent d'accéder à des cartes AXP puissantes. Et donc, Analyse Subtile nous permet d'améliorer ces deux cartes étudiées, deux exemplaires de cartes étudiées, à condition, en payant seulement le coût d'une seule, à condition de les choisir au hasard. Et puis on va avoir des événements également, donc creuser trop profondément, dont la contrepartie est de faire piocher à chaque joueur une carte rencontre. Le désavantage, c'est que ça prend un slot de cartes, en plus des conséquences que ça peut avoir sur le déroulé du scénario. Dieu reconnaîtra les siens, donc Dieu reconnaîtra les siens qui contrairement à creuser trop profondément, fournit un point de victoire uniquement aux joueurs qui la jouent. Dieu reconnaîtra les siens, il faut vaincre des ennemis pour un total de 6 points de vie à l'échelle d'un round. Et puis on peut rajouter, du coup, Dieu reconnaîtra les siens à la pile de victoire et recevoir des points d'expérience. Euh, voilà, ça rentre beaucoup plus en multi, et notamment à 3 ou 4 joueurs qu'en solo, parce que ça nécessite d'avoir beaucoup d'ennemis en jeu. Et puis on va avoir la meilleure solution pour améliorer, optimiser sa courbe en XP, c'est William Yorick, qui a une carte signature qui est extrêmement sympa, qui est absolument pas indispensable pour son gameplay, mais c'est pour ça qu'on l'aime, c'est que quand on la joue, pouvoir déjà se débarrasser d'un ennemi, le sortir du deck rencontre pour le mettre dans la pile de victoire, c'est cool, mais avoir un point d'expérience à la fin du scénario à partager avec les copains, c'est génial. Voilà pour les comparaisons. On va maintenant passer à l'utilisation. Et je vais pas développer des utilisations communes de Dans le terrier du lapin, parce que la meilleure utilisation, l'utilisation la plus commune, c'est ces fameux sorts arcanes qu'on a vus précédemment. On va aller un petit peu faire un petit pas de côté dans cette vidéo pour examiner toutes les utilisations en dehors de la classe mystique ou en dehors des sorts arcanes dans le terrier du lapin. Et on va commencer par les cartes étudiées. Donc les cartes étudiées dont je parlais précédemment, celles dont le coût en XP peut s'optimiser avec analyse subtile. Et ben le terrier du lapin, pour les deux investigateurs qui peuvent l'intégrer, à savoir Rex Murphy, pardon, et Daisy Walker, le terrier du lapin va présenter un avantage par rapport à analyse subtile. En cela que on va pouvoir choisir les deux versions de la carte étudiée améliorée qu'on voudra. Là où analyse subtile nous obligera à les choisir au hasard. Alors oui, avec Dans le terrier du lapin, il y aura un petit coup en XP supplémentaire par rapport à analyse subtile, notamment pour les cartes étudiées qui valent 4 XP. Mais personnellement, moi, il m'est déjà arrivé d'améliorer de vouloir en fait avoir une carte étudiée en particulier dans mon deck, ou les glyphes archaïques par exemple, pierre d'orientation, et puis de piocher avec analyse subtile les deux versions que je voulais pas et avoir deux versions de cartes étudiées qui correspondaient absolument pas aux synergies que je voulais mettre en place. Donc avec le terrier du lapin, on peut vraiment choisir ces deux cartes tout en ayant une réduction du coût des cartes qu'on améliore. Et on va bien évidemment parler de la carte étudiée, on va dire la plus optimale, enfin la plus usitée, la plus utilisée, c'est le journal des rêves. Donc le journal des rêves, c'est une carte qui permet de convoquer en version améliorée au début de chaque round une carte de compétence, l'essence onirique. Donc ça nous fournit un courage inattendu à chaque round. Et suivant la version, on va avoir une bonification de l'essence onirique qui va prendre 2 icônes supplémentaires en fonction de certaines circonstances. Alors on est avec Rex Murphy,
Et Rex Murphy, en fait, il va avoir intérêt à avoir le journal des rêves, rêve d'un explorateur, qui bonifie les sens oniriques euh, quand il est dans un lieu à valeur occulte d'au moins 4. Pourquoi? Parce que ça lui permet de totalement démonétiser les lieux à forte valeur occulte. Et ça va très bien avec sa capacité signature qui lui permet de découvrir un indice supplémentaire dès lors qu'il a réussi une enquête avec une différence de 2. Donc voilà, donc le journal des rêves, rêves d'un explorateur va être très intéressant chez Rex Murphy, justement parce que il va lui permettre de piller des indices dans des lieux à forte valeur occulte. Alors vous allez me dire, on a parlé lors de la présentation de la vidéo de 12 cartes, comment dire, 12 cartes qui s'améliorent à intégrer dans un deck. Là, on n'en a que 2 avec Rex Murphy. A fortiori, Rex Murphy, c'est un investigateur qui a un pool de cartes à XP qui est moins conséquent que des investigateurs biclassés traditionnels qui peuvent accéder à 2 classes jusqu'à 2 XP, enfin 3 avec la classe neutre, et puis à une classe jusqu'à 5 XP. C'est pas le cas de Rex Murphy, mais il va y avoir avec le journal des rêves une carte qui va très bien se marier, c'est le totem macabre. Le totem macabre qui a une version 0 XP et une version 3 XP. Et le totem macabre, dès lors qu'on attribue une carte de compétence, on peut, en inclinant le totem macabre, conférer à cette carte de compétence une occurrence supplémentaire d'une icône qu'on a choisie, et en version XP, en plus, en cas de réussite, on pioche une carte. Donc ça va être totalement adapté avec les sens oniriques, et puis ça va apporter du dynamisme au deck de Rex, qui va du coup pouvoir attribuer un journal essence onirique totem jusqu'à 5 icônes sur un test de compétences dans un lieu à forte valeur occulte, et en plus, en cas de réussite, piocher une carte, donc piocher davantage potentiellement de cartes de compétences à attribuer dans ses futurs tests pour optimiser un maximum sa capacité. Alors on va sortir un petit peu on va dire, de ce qui est un peu tarte à la crème, parce qu'on n'est pas sur des choses qui sont très très recherchées avec le journal des rêves et le totem macabre chez Rex Murphy. C'est plutôt des cartes qui sont on va dire des bons choix, qui sont des cartes qu'on va retrouver dans beaucoup de decks. Et on va aller plutôt du côté de Daisy Walker avec les glyphes archaïques. Alors les glyphes archaïques, c'est une carte étudiée qui est très compliquée à traduire, parce qu'elle nécessite de défausser une carte avec au moins une icône de compétence pour mettre un secret sur les glyphes archaïques, et de faire ça 5 fois. Donc potentiellement, ça peut correspondre à 5 actions, plus 5 défausses de cartes. Donc à la fin, ça rapporte 5 ressources, mais c'est quand même assez lourd. Les glyphes archaïques, c'est un livre qui occupe un emplacement en main, et Daisy va pouvoir utiliser son action supplémentaire pour, comment dire, traduire les glyphes, et va pouvoir utiliser d'autres choses. On a la carte extatique, par exemple, qui permet de rajouter un secret. Elle a accès aussi à de la fiction, à la réalité. Bon, après, dans un deck Terrier du Lapin, c'est pas forcément très avantageux de mettre de la fiction à la réalité dans un deck, dans son deck, parce que ce sera pas forcément intéressant, mais pourquoi pas. Daisy, en fait, elle va avoir intérêt à intégrer les glyphes pour 2 améliorations. La première, la plus évidente, celle que tout le monde aime, c'est la pierre d'orientation. La pierre d'orientation, en fait, elle permet en cas de méga test, de découvrir un indice supplémentaire dans le cadre d'une enquête pour chaque groupe de 2 points de réussite. Et puis on va avoir la marque d'Isis, qui elle, donc c'est aussi une carte qui va fonctionner sur l'enquête, et pour chaque groupe pour chaque point de réussite, on va pouvoir mettre un soutien dont le coût imprimé correspond au nombre de points de réussite. On va pouvoir le mettre en jeu sans action, ce qui peut être assez avantageux pour Daisy, qui, avec tous ses petits livres, avec son fourre-tout, a quand même besoin de beaucoup d'actions de beaucoup de ressources pour se stuffer. Donc voilà pour les cartes étudiées. On va maintenant examiner la deuxième utilisation hors classe du terrier du lapin. Ce sont les cartes personnalisables. Alors, dans les cartes personnalisables, donc les cartes personnalisables, ce sont des cartes qui sont apparues avec le dernier cycle en date, c'est les clés écarlates.
Euh, D'ailleurs, c'est le dernier cycle jusqu'à la sortie du prochain cycle. Bon, ça c'est une remarque comme ça. Donc avec les clés écarlates, ce sont des cartes qui ont à la base 0 XP, mais qui peuvent s'améliorer au travers d'une fiche d'amélioration sur laquelle on va cocher des cases. Et dès lors qu'on aura coché toutes les cases d'une occurrence, la carte va gagner une habilité, une compétence, une capacité supplémentaire. Alors, pour Ex-Murphy, on reste dans les cartes un peu évidentes, un peu tarte à la crème. On a hypothèse empirique. Hypothèse empirique, en fait, nous incite à choisir entre deux conditions au début du round, soit réussir de 3, soit échouer ou plus, soit échouer de 2 ou moins. Si la condition est rencontrée dans le cadre du round, on peut, enfin, hypothèse empirique, récupère une provision en tant que preuve, et en capacité rapide, sans inclinaison, on peut dépenser une preuve pour piocher une carte. C'est une carte qui est très intéressante en chercheur, c'est l'équivalent de l'étui à cigarette porte-bonheur, en un petit peu plus compliqué, mais sans slot utilisé, donc c'est assez intéressant pour Ex-Murphy qui va avoir tendance à orienter son deck autour des méga-tests. Bah, évidemment, la réussite avec une différence de 3 ou plus, c'est à portée de main, et donc c'est une carte qui est intéressante pour accentuer la dynamisation de son deck qui est déjà, on va dire, amorcée avec le totem macabre, la dynamisation, la forte pioche de son deck. Donc voilà. Donc hypothèse empirique va pouvoir s'améliorer avec le terrier du lapin. On va pouvoir avoir 2 coches pour le prix d'une. Et puis bah là j'ai fait quelques propositions de coches. C'est pas forcément voilà. En plus j'ai pas utilisé tous les points de d'expérience disponibles puisque là j'en ai 9. Donc on pourrait rajouter une condition. Euh, mais voilà. Alors là il y a rien de comboïde. Peu importe les améliorations qu'on choisit. Moi, j'étais plutôt parti dans l'idée sur hypothèse alternative pour inciter euh, en fait à la maximisation des preuves. Hypothèse alternative. Dès qu'on a incliné euh, hypothèse empirique, on peut le redresser en choisissant une nouvelle condition. Donc c'est-à-dire si j'ai réussi avec une différence de 3, j'incline l'hypothèse empirique, je place une preuve dessus, et puis ensuite je le redresse et je peux choisir une nouvelle condition. Ça va bien avec évaluation entre pairs, parce que en fait, comment euh, évaluation entre pairs permet en fait aux autres investigateurs de déclencher hypothèse empirique. Et donc dès lors qu'on a dit ça, qu'on a combiné les deux, on peut avoir plusieurs utilisations comment dire de hypothèses empiriques dans le round à condition d'utiliser toutes les conditions. Donc là, moi, finalement, en fait, à y réfléchir, on va builder plutôt à voix haute. J'aurais décoché subvention plutôt pour cocher les 3 autres. Et du coup, bah, se dire que en jouant en multi, on pourra déclencher plusieurs fois l'hypothèse empirique. Bah, d'abord en réussissant de 3, puis ensuite, si un autre investigateur prend des dégâts, ensuite, si un autre investigateur rentre dans un lieu à 3 de valeur occulte, voilà. Optimiser un maximum la pioche pour profiter un maximum de la capacité signature de Rex. Alors, chez Daisy, on a aussi, qui va bien avec les glyphes archaïques, la fameuse plume du corbeau. Donc la plume du corbeau, c'est une des cartes, pour l'instant, les plus bizarres qui est sortie, puisque c'est un événement qui a le trait objet, le trait amélioration, le trait relique, trait amélioration, trait objet sac à dos. Donc c'est une carte qui est personnalisable et qui s'attache à un livre ou à un sort qu'on aura préalablement marqué sur la carte d'amélioration. Et elle fait pas grand-chose en tant que telle par rapport au déroulé de la partie, mais quand la partie se termine, si la plume du corbeau est attachée à, comment dire, au soutien nommé, soit on réduit le coût d'amélioration du soutien, d'un exemplaire du soutien, soit on rajoute une coche sur la fiche d'amélioration de la plume du corbeau. Donc c'est vraiment, ça peut être un moyen d'abord de réduire davantage
le coup d'amélioration des glyphes archaïques. Et puis on peut avoir des améliorations sympas. Donc là encore une fois, on n'est pas sur des choses ultra nécessaires à la construction du deck. Donc évidemment, moi j'ai pensé à la vague mystique pour favoriser les méga-tests, parce que le gros désavantage des glyphes archaïques, c'est qu'ils ne bonifient pas la valeur des compétences, et donc ben, gagner un plus 2 à la valeur de compétences pour l'usage des glyphes archaïques, ça paraît assez nécessaire. On a save énergétique qui permet de déplacer une charge d'un soutien vers un autre soutien, donc bah, de recharger les glyphes archaïques. Et puis, bon, archive surnaturelle qui permet de tutorer totalement les glyphes archaïques. Pas sûr que ce soit absolument indispensable chez les... Voilà pour la classe chercheur. On va maintenant passer à la classe gardien. Alors, je vais pas vous parler de Zoé Samaras et de la hache runique, parce que, bon, comme pour les sorts arcanes mystiques, on est un peu dans ce qui relève de l'évidence. On va plutôt aller du côté de Sœur Marie, donc la gardien biclassée mystique, parce que, pareil, elle a des cartes personnalisables qui peuvent avoir accès à des cartes personnalisables qui peuvent présenter un intérêt et qui du coup peuvent justifier de jouer un deck Terrier du Lapin. Alors parmi ces cartes personnalisables, on a modification sur mesure. Donc modification sur mesure, c'est aussi une amélioration qui a le trait ravitaillement, sac à dos, qui coûte 3 et qui s'attache cette fois-ci à une arme à feu. Et ce que fait modification sur mesure, c'est il nous permet, contre une inclinaison, de retirer, de relancer un tirage du chaos dès lors qu'on a révélé un pion non échec automatique. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet à Marie de faire de la mini-manipulation du chaos back avec des armes à feu. Et évidemment, on va penser à la Winchester. Et on va penser à la Winchester, on va penser à jouer tabou avec la Winchester. Parce que la Winchester, c'est la première carte qui a eu un tabou non négatif, qui a eu un tabou qui ne consistait pas à la nerfer, euh, et son tabou a consisté à étendre la condition de déclenchement de sa capacité spéciale. La Winchester en tabou, on gagne plus 2 à sa valeur de compétence quand on attaque, et si un pion modificateur non négatif est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Ça tombe bien, Marie, c'est l'investigatrice du béni. C'est une investigatrice qui va introduire des pions bénis, donc des pions positifs, des pions non négatifs dans le Chaos Bag, et donc elle va potentiellement bien fonctionner avec la Winchester. Donc modification sur mesure s'attachera à la Winchester, et puis on pourra améliorer sa Winchester, par exemple en améliorant la valeur de compétence, par exemple en cas de méga test de réussite avec une différence de 3 lorsqu'on attaque avec le soutien attaché, l'attaque inflige plus un dégât. Il peut y avoir voilà d'autres hypothèses. Là encore, on n'a pas de, il n'y a pas de combos, mais on peut en envisager. Par exemple, il y a chargeur agrandi. Après que des munitions ont été dépensées euh, ou placées sur le soutien par un autre événement, on place une munition sur le soutien attaché. Ça va bien marcher avec indigestion de plomb. Indigestion de plomb, en fait, on dépense 2 munitions pour une attaque, et en contrepartie, on révèle deux pions chaos. Donc ça nous permet de faire de la manipulation du chaos bag, et la dépense de la deuxième munition va être annulée par chargeur agrandi. Voilà. Euh, à côté de ça, Marie va aussi avoir accès à une carte personnalisable mystique qui est l'encre animée. Donc l'encre animée, en fait, à son acquisition, on va identifier une compétence, au hasard la force, compétence qui est moyenne, alors que Marie est plutôt une gestionnaire d'ennemis, et donc on va chercher à bonifier. Et puis l'encre animée, donc elle entre en jeu avec 3 charges. Au début de chacun de nos tours, on retire une charge de l'encre animée. S'il n'y a plus de charge, on la défausse, et on gagne plus 1 à notre valeur de compétence. Donc l'encre animée, on va pouvoir l'améliorer d'abord avec image subtile qui, enfin, selon moi, me paraît être
un peu une amélioration obligatoire pour l'encre animée. Image subtile, au début de votre tour, vous avez le droit de choisir de ne pas retirer une charge de l'encre animée et d'ignorer sa capacité pour le reste du round. Effectivement, quand il n'y a pas d'ennemis, quand Marie n'a pas besoin d'utiliser sa valeur de combat, autant économiser ses charges et donc prolonger l'effet de l'encre animée. Et puis, ce qui est intéressant pour Marie, puisqu'elle a accès seulement à 4 coches, puisque avec les cartes personnalisables, chaque groupe de 2 coches correspond à un point de niveau, et que Marie a accès aux cartes jusqu'au niveau 2 pour la classe mystique. Ce qui va être intéressant, évidemment, c'est Image Macabre. Image Macabre, après avoir révélé un pion KO affichant un symbole, incliner l'encre animée, placer une charge sur elle. Alors, c'est marrant parce que Image Macabre ne précise pas dans le cadre d'un test de compétences. Donc tous les effets qui nous invitent à révéler un certain nombre de pions KO, je pense à Voidra, je pense aussi au sort de Radiance, qui est un cancel mystique qui va nous inviter à révéler plein de pions KO, et si un pion béni ou Elder Sign est révélé, le cancel fonctionne. Voilà, toutes ces cartes qui nous invitent à révéler plusieurs pions KO vont d'autant plus recharger l'encre animée. Voilà, d'autant plus qu'il n'y a pas d'inclinaison, donc imaginez avec une voie de rat, si vous révélez 2 symboles, vous mettez 2 charges sur l'encre animée. Voilà, donc on va dans ce gameplay jouer avec, puisqu'on est en tableau, on va en profiter, on va jouer avec Sombre Prophétie qui, au début d'un test de compétences, nous invite à révéler 5 pions et à en résoudre un comprenant un symbole non Elder Sign, au hasard un béni. On va penser aussi à Inspiration surnaturelle, euh, qui a une version XP qui est assez intéressante pour Marie, puisque dès qu'un pion symbole est révélé, euh, comment dire, Inspiration surnaturelle peut doubler un effet qui se déclencherait sur une carte mystique, donc au hasard l'effet d'image macabre, et donc davantage recharger l'encre. Alors évidemment, c'est des pistes de modules qui peut-être peuvent, dans le cadre de votre construction de deck, faire le cut, ne pas être forcément approprié parce que vous aurez rempli votre deck de toutes les cartes nécessaires, les compétences, les boosts, les soutiens, et il y aura plus de place pour intégrer ces petits modules optimisateurs. Mais voilà, c'est des pistes de synergie qu'il peut y avoir avec modification sur mesure et avec l'encre animée dans le cadre d'un deck Terrier du Lapin. Alors toujours chez Sœur Marie, j'ai aussi pensé à l'armure du chasseur. Donc l'armure du chasseur, c'est une carte qu'on a littéralement défoncée dans le cadre de l'Open de Box. J'ai réfléchi un petit peu aux utilisations qui peuvent être intéressantes avec cette carte. L'armure du chasseur, c'est une armure qui coûte très cher, qui a seulement 2 points de vie et 2 points de santé mentale au regard de son coût, et donc qui n'est pas très intéressante, mais qui a l'avantage d'être personnalisable et qui surtout a une personnalisation qui personnellement moi je trouve très intéressante, c'est armure des pins. Après que un ou plusieurs dégâts ou horreurs ont été assignés à l'armure du chasseur par une attaque ennemie, vous avez le droit de l'incliner pour infliger un dégât à cet ennemi. Alors c'est intéressant parce que ça fournit un effet chien de garde sans prendre un slot d'allié. Voilà, même si Marie peut aussi utiliser le chien de garde et aller plus loin encore dans la contre-attaque. Ce qui va être intéressant avec l'armure du chasseur, ça va être de lui donner le trait relique, de l'enchanter et de lui faire occuper des emplacements d'arcane au lieu d'occuper des emplacements de corps pour jouer avec le bâton du dragon. Donc une arme mystique apparue avec le cycle Les Confins, le bâton du dragon qui fournit un emplacement d'arcane supplémentaire, qui a une capacité de combattre, qui bonifie la force d'autant pour chaque emplacement d'arcane euh, occupé, et si au moins 2 emplacements sont occupés, l'attaque inflige plus 1 dégât. Donc le bâton du dragon qui va vraiment inciter à saturer ces emplacements d'arcane, à les saturer avec des armures du chasseur, mais aussi avec le retour de l'encre animée. Cette fois-ci, on va pas jouer sur les pions symboles, on va peut-être un peu ignorer en tout cas l'effet révélation de Sœur Marie. On va plutôt
faire en sorte que l'encre animée occupe des emplacements d'arcane en utilisant la capacité encre imprégnée. L'encre imprégnée, l'encre animée, donc avec encre imprégnée, entre avec 2 charges supplémentaires. Donc ça fait une durée de vie de 10 rounds où Marie pourra utiliser le bonus et surtout occupe un emplacement d'arcane au lieu d'occuper un emplacement de corps. Donc ça va être intéressant, voilà, parce qu'on va pouvoir mettre ces encres animées dans ces emplacements d'arcane, d'autant plus que l'encre animée, bon, l'armure du chasseur est très chère, mais l'encre animée, elle, est très peu onéreuse. Alors, le bâton du dragon marche bien chez Marie, parce que Marie a aussi bon, bah, une valeur de compétence moyenne, et le bâton du dragon peut, avec 3 emplacements d'arcane, booster jusqu'à 3 en force, ce qui est pas mal. Mais aussi Marie a accès au rituel de sanctification, qui est un sort qui marche avec le béni, qui est gratuit, qui occupe un emplacement d'arcane qu'on aime saturer avec le bâton du dragon, et qui permet d'avoir des réductions des cartes qu'on paye, et donc ça va être très utile pour payer son armure du chasseur. Et puis bah, bien sûr on pense, et là c'est pas optimal avec le terrier du lapin, mais malgré tout, avec les économies qu'on aura réalisées sur toutes nos cartes personnalisables, on pense bah, bien sûr à la fiole d'asservissement avec le bâton du dragon. Donc on va payer un peu plus cher, mais on va la payer avec, ou qu'on va payer avec, dans le vif du sujet, à la construction du deck, mais qu'on va payer avec plaisir parce que la fiole d'asservissement, elle fournit un emplacement d'arcane pour chaque carte, pour chaque ennemi sous la fiole d'asservissement. Comment on met un ennemi sous la fiole d'asservissement? En le vainquant. Euh, donc il y a une limite de 2 ennemis sous elle, mais ça permet de conférer à Marie jusqu'à 5 emplacements d'arcane, voilà, et donc de lui permettre de combattre de manière très solide. Alors on peut envisager aussi ce gameplay chez Diana Stanley. Là on ira ben, moins loin sur l'armure du chasseur, et puis on ira plus loin c'est sûr sur l'encre animée. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant pour Diana Stanley. Donc voilà pour, on va dire, l'interaction dans le terrier du lapin avec la classe gardien. On va maintenant passer à la classe survivant et Ashcan Pit. Alors Ashcan Pit, lui aussi va pouvoir utiliser une carte personnalisable qui est très avantageuse pour lui, c'est l'outil multifonction. Alors l'outil multifonction en version de base, euh, il est limité à un par un investigateur, il occupe un emplacement de main, c'est un objet qui a le trait outil, qui coûte 3 et qui a une capacité déclenchée qui, lors d'un test de compétences qu'on effectue, nous permet de gagner +1 à notre valeur de compétence pour le test. Alors bien sûr, contre une inclinaison. Donc l'outil multifonction est pas très très avantageux en tant que tel, en comparaison avec le pic à glace, qui fait à peu près la même chose pour les enquêtes et pour le combat. Il va être avantageux dès lors qu'on l'améliore, et notamment dès lors qu'on achète l'amélioration sur ressort, qui transforme la capacité déclenchée, la capacité rapide, en capacité réaction. Quand vous devriez échouer à un test de compétence, inclinez l'outil multifonction pour gagner +1 à votre valeur de compétence. Voilà. Après, moi, j'ai aussi proposé une amélioration porte-bonheur après avoir échoué à un test de compétence, redresser l'outil multifonction. L'avantage, en fait, c'est que Hashcat-Kit, avec sa valeur, sa capacité signature, peut redresser l'outil multifonction et donc pouvoir bénéficier d'un mini chanceux ou d'un chanceux complet euh, à plusieurs reprises à l'échelle d'un round, ce qui est très 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 avantageux. Chanceux, c'est l'une des cartes les plus puissantes du jeu, en cela qu'elle nous permet d'aborder un test et, de mitiger 2 points de valeur de compétence en cas d'échec de ce test. Alors on va compléter ce build avec Grand-mère Horn, pas forcément Grand-mère Horn de base, mais Grand-mère Horn XP, donc qui va porter ce +2 à +3. Et puis on va évidemment penser à l'original, qui a 3 améliorations, et donc qui pourront d'autant plus bénéficier
de réduction du terrier du lapin. Puis ensuite, on a aussi tout ce qui est module de l'échec. Donc j'ai mis, regardez ce que j'ai trouvé, mais il y a aussi coup de bol qui fonctionne avec l'évasion et que personnellement, moi, en version avancée, j'aime beaucoup parce que euh, après avoir échoué à un test de compétence dans le cadre d'une esquive avec une différence de 3 ou moins, on place l'ennemi sous le deck rencontre, ce qui revient en fait de facto à le défausser, sauf remélange du deck rencontre puisque c'est la dernière carte du deck rencontre. Donc voilà, donc Ashken Pit va aussi dans un build, on va dire centré sur ce qu'on va appeler les bonus sur ressort, donc c'est-à-dire des bonus qui se déclenchent quand on devrait échouer. Donc on a l'outil multifonction dès lors qu'il a acquis cette amélioration. On a Grand-mère Horn 3 XP, on a Chanceux. On va avoir aussi, et là on va payer la taxe terrier du lapin pour l'acheter, on va avoir aussi Jacob Morrison, donc un allié du cycle d'Innsmouth. Voilà, et on va pouvoir construire un deck Ashcad Pit centré autour des bonus sur ressort qui pourront être redressés euh, contre une défausse de cartes à l'échelle enfin voilà, et redressés et être utilisés plusieurs fois à l'échelle d'un round grâce à la capacité d'Ashkenpit. Donc voilà pour l'utilisation du terrier du lapin en dehors des évidences, en dehors de ces sorts mystiques qui ont fait la grandeur et qui font maintenant un peu la décadence de la classe du permanent. On va maintenant conclure cette vidéo qui s'allonge, qui devient de plus en plus longue. Je suis à 41 minutes. Sur le terrier du lapin, pour dire que le terrier du lapin a vu son intérêt en dehors des classes augmenter de manière assez importante avec les cartes personnalisables, puisqu'il permet en fait totalement d'être optimisé, de s'affranchir, on va dire, de cette contrainte d'avoir X cartes qui ont des versions, comment dire, de base à 0 XP et des versions améliorées, on va pouvoir réduire ce nombre de cartes grâce aux cartes personnalisables. Euh, Moi, je pense que on peut aussi envisager le terrier du lapin dans le cadre d'un usage modéré et raisonné, c'est-à-dire en envisageant d'acheter aussi des nouvelles cartes à XP si elles s'intègrent vraiment dans la synergie de son deck, mais en se disant que dès lors qu'on aura plus de cartes qu'on améliorera que de cartes qu'on achètera, le terrier du lapin sera avantageux même si au lieu d'économiser 12 points d'expérience, on n'en économisera que 8 ou que 6. Alors, cette considération m'amène à parler du deck building sur le modèle de la rétro-construction, c'est-à-dire le deck building qui consiste à construire d'abord un deck amélioré, en général entre 28 et 35 points d'expérience, et puis ensuite de réfléchir à sa version de base et de réfléchir à sa progression en XP. Voilà. Et pour ça, vous avez ArcaneDB, aussi l'excellente application Arkham Card qui est gratuite et qui voilà, permet vraiment de travailler ses decks en version de base et en version améliorée. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.